Alors, on rappelle la présentation OS 360, ce qu'on a déjà fait pour un grand nombre de nos clients. L'OS 360, c'est quoi? Donc, on passe du cœur système, on rajoute dans OS 360 les options d'OS 2.1, alors des options de capture hein, qu'on voit au-dessus, capture sur Unix, de VTAM, des options d'analyse, analyse du PDF et de capture du PDF ou de l'AFP. On offre systématiquement aux clients qui n'ont pas d'accès web un accès pour 5 utilisateurs, également les API pour 5 utilisateurs, et le spool manager donc qui permet de voir au format web vos spools directement sans les regarder par 3270. Donc ça, l'intérêt est d'ouvrir à des administrateurs plus jeunes en général qui aiment mieux une interface web. Alors iOS 360, on rajoute en plus des options OS 2.1, des améliorations sur les performances et sur l'extension automatique du spool. Dans l'extension automatique du spool, c'est ce qui vous permet, auparavant, lorsque le spool était plein, le spool vous envoyait un message, vous dit attention, il faut agrandir votre spool, attention, attention, et vous étiez un peu obligé de le faire très rapidement. Donc, ce qui vous pouvez vous obliger à arrêter votre OS pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Donc, l'arrêt étant, si vous n'aviez pas prévu les procédures à l'avance, vous bloquez votre système OS pendant une heure. Donc, vous pouvez avoir une heure d'arrêt par an ou tous les 2 ans non prévu. Donc, le fait qu'on puisse l'étendre automatiquement, alors ça, c'est grâce au coût du disque, qui a beaucoup baissé dans les 10 dernières années. On vous permet l'extension automatique. Le spool ne s'arrête pas, il s'étend automatiquement et vous pouvez tranquillement le lundi matin regarder que le spool est étendu et faire les opérations nécessaires. Votre système OS ne s'est pas arrêté pendant le week-end à cause du spool qui était plein. Alors dans le process, on vous permet encore des nouveaux systèmes de capture hein, avec des logs et puis des supports d'état modeling élargis. Ensuite, on vous permet avec Access, donc la nouvelle interface, d'accéder au web, bien sûr, maintenant HTML5. Donc HTML5, ça vous permet de ne pas avoir besoin d'installer de système sur votre PC, par exemple, des applications mobiles, un interface Outlook et des web services que tout le monde nous demandait depuis un grand nombre d'années. Donc les API restent toujours, mais les web services, c'est ce qui permet de s'intégrer plus facilement avec un environnement hybride. Ensuite, dans OS 360, on rajoute la protection des données personnelles, par exemple. Alors nous, on encrypte les documents, l'index, enfin on peut encrypter tout OS. Toutes les informations qui sont dans OS peuvent être encryptées. Ce qui permet que quelqu'un qui part avec un disque ou qui fait une capture de la mémoire ou qui voudrait dumper quelque chose de la mémoire ou un virus qui s'introduirait dans votre mainframe et qui irait copier une partie de la mémoire de votre mainframe, il ne pourrait absolument pas l'utiliser puisque les informations sont cryptées. Le masquage, c'est une autre fonctionnalité qui permet par individu ou par personne ou par service ou par document, de paramétrer qui a le droit de voir quoi. Donc ça vous permet de mettre par exemple en visible le nom et le prénom d'un de vos clients, par exemple, mais par exemple de ne pas mettre sa date de naissance, de ne pas mettre son adresse, ou de masquer une partie de son prénom pour qu'une personne qui n'est pas forcément habilitée à voir les documents complets puisse quand même avoir une visibilité sur le document, mais sans avoir les informations personnelles qu'elle pourrait copier. Donc ça c'est pour OS Protect, donc c'est la loi de la RGPD, hein, GDPR en anglais, la protection des données personnelles en Europe doit être mise en place pour le 25 mai 2018. Le cockpit, c'est une cinquième bloc d'OS 360. C'est ce qui vous permet d'auditer plus facilement OS. On peut déjà auditer OS, hein, il suffit d'activer les records SMS. Mais pour auditer, c'est pas forcément aujourd'hui très simple. Hein, on peut sortir les records SMS. Mais avec le nouveau format qu'on vous propose, on met tous ces records SMS, enfin, tout cet audit dans un format JSON. Vous allez pouvoir ensuite visualiser avec un outil de BI tout simplement. Voilà, donc ça c'est tout OS 360. Donc OS 360 d'un point de vue commercial est proposé en location, mais il y a tous les composants que vous voyez, donc en partant du cœur, on rajoute les options qui étaient options OS 2.1, et puis on rajoute ensuite des fonctionnalités complémentaires qui sont uniquement dans 360
et qui sont fournis maintenant complètement dans le 360. Voilà. On voit qu'on passe de 2.1 aux options et à 360, c'est ce qui est indiqué en bas du slide. Alors maintenant, nous allons voir les axes de développement d'OS 360 V2. Vous voyez à gauche Patrick Guetta, qui est responsable du support chez nous pour le mainframe, et notre président, François-Xavier Florent, qui est à droite sur la photo, et la vue donc sur la zone industrielle de Genève, et derrière la montagne, je crois que c'est le Jura, si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas sûr. Voilà, donc je passe la parole à David. Oui, bonjour à tous. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Sylvain, tu me confirmes? Oui, moi j'entends. Tu m'entends, c'est parfait. Ok, donc juste pour rappel, comme l'a dit Sylvain, donc la V1 de EOS 360 est sortie en octobre 2016. Alors concernant la V2 pour commencer, donc elle est actuellement en fin de développement, hein, ça devrait être terminé d'ici la fin de ce mois de décembre, et sortira en mai 2018. Donc d'ici fin décembre à mai-juin 2018, cette période va servir à faire un certain nombre de tests sur cette version pour qu'elle soit finalisée au mois de mai. Donc les tests sont faits chez nous en interne en partie, mais également on va aussi faire des tests chez IBM en Allemagne, chez IBM Innovation Center. Alors pourquoi? C'est intéressant parce qu'en fait ça permet de faire des tests en conditions réelles. Car en fait, ce centre met à disposition des machines pour faire des tests de charge, des mesures de performance, pour tester la compatibilité avec ZOS 2.3 et des choses comme ça. Donc c'est vraiment, RSD met vraiment les moyens pour que la version qui sortira, la V2 au mois de mai, soit très fiable au moment de sa sortie. Alors, les raisons principales qui ont orienté nos choix de développement pour cette nouvelle version V2. Donc la consolidation pour commencer, donc c'est permettre la consolidation avec d'autres outils d'output management. Parce que tout simplement, on est confronté aujourd'hui chez quelques-uns de nos clients à la multiplicité des solutions d'output management, classiquement suite à des rachats, des fusions, des choses comme ça. Donc c'est parfois un peu compliqué de consolider vers EOS. On a rencontré quelques soucis, même si on a toujours réussi à consolider. Donc on a amélioré cette partie-là dans EOS 360 V2, pouvoir simplifier la consolidation. Ensuite, concernant la partie hybride, on a amélioré les processus en termes de performance et de sécurité qui permettent de faire travailler EOS Z avec EOS Open et de pouvoir faire passer, comme disait Sylvain tout à l'heure, les états de façon presque transparente d'un environnement à un autre, dans le but de décharger le mainframe des opérations non critiques et puis également de gagner en MSU. Et troisième point, simplifier l'admin. Donc il y a certaines tâches d'administration qui seront passées dans les nouveaux clients web. Par exemple, la partie définition des formes et des stocks concernant les PDF et les AFP qui étaient faites avant dans EOS PC. Maintenant, ça sera fait dans la nouvelle interface EOS Access. Et puis à terme aussi, on en parlera plus tard, une interface web pour gérer les profils utilisateurs, les définitions d'état, etc. Alors, concernant la partie interface d'accès aux états, donc EOS Access V2 en février 2018 sera la version finale totalement aboutie. Alors non seulement elle permettra de remplacer totalement ce qu'on a aujourd'hui en termes d'interface graphique, client léger et client lourd, hein, EOS PC, EOS TC, et puis en plus, cette nouvelle interface sera développée avec un framework Google Angular 2, qui est l'une des dernières technologies en date. Un des gros intérêts de cette technologie, c'est qu'on n'a plus besoin, et ça c'est très important, on n'a plus besoin de plugins au niveau du navigateur web. Parce qu'aujourd'hui, avec le SimClient, on est obligé d'avoir un plugin Java sur le navigateur, ce qui pose pas mal de problèmes. Et puis en plus, aujourd'hui, la plupart des navigateurs comme Chrome ou Firefox, en tout cas dans les dernières versions, ne permettent plus de faire tourner des plugins Java.
Donc à terme, le TC, enfin le Sync Client ne pourra plus tourner dessus. Et concernant la nouvelle version de Edge, elle ne permet pas non plus de faire tourner les plugins. Donc pour toutes ces raisons, il est préférable d'utiliser OS Access pour pallier à tous ces problèmes-là. Alors je rappelle aussi, mais Sylvain en a déjà parlé, que EOS Access comprend une application qui tourne sur tablette, sur smartphone, un add-in Outlook qui permet à partir d'Outlook, grâce à un onglet que vous verrez apparaître sur votre post Outlook, un onglet OS Access, de visualiser les états et de faire un peu ce qu'on fait avec EOS Access. Alors c'est un peu plus limité en termes de fonctionnalité. Par exemple, on ne peut pas faire de transform avec l'add-in Outlook, mais en tout cas, ça vous permet de faire un certain nombre de choses basiques qui sont la visualisation, l'impression, envoyer l'état par mail et des choses comme ça. Alors, donc la première version est sortie en 2016 avec la V1. Sur la timeline, on voit qu'en avril 2016, on a eu une version 1.3. Début décembre, tout récemment, là, au début du mois de décembre, on a sorti la version 1.4 qui a corrigé un certain nombre de bugs, qui a rajouté quelques fonctionnalités. Et à terme, c'est d'avoir un EOS Access V2 en février 2018, donc très prochainement, qui va permettre de couvrir l'intégralité de ce que faisait, enfin des fonctions que faisait l'EOS Sync Client et l'EOS PC. Et puis il y a une petite note là qui dit que avec EOS 360 V1, on a la possibilité, la facilité de pouvoir toujours utiliser le Sync Client et EOS PC avec EOS Access. Alors, ce slide, c'est pour vous montrer, l'idée, c'est pourquoi on fait ça, c'est de consolider en fait toutes les anciennes interfaces que l'on avait en termes de Sync Client et d'EOS PC, qui avaient un look un peu démodé, des technologies un peu démodées, vers une nouvelle interface Access, qui est, je dirais, au dernier cri des technologies, et qui va regrouper en termes de fonctionnalité tout ce que faisaient les deux anciennes interfaces. Et en plus, la possibilité de pouvoir réorganiser des colonnes, de pouvoir ouvrir plusieurs états en même temps sur l'écran pour pouvoir comparer les états visuellement, la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, de définir des splits AFP, PDF qu'on faisait avant dans EOS PC, ainsi que les tables des matières pour ce format de document. Tout ça, ça pourra être fait dans EOS Access. Une petite remarque concernant l'AFP Viewer, peut-être que certains d'entre vous l'utilisent, ça continuera de fonctionner sans aucun souci. Simplement, je reprécise, ça avait déjà été fait, mais je le reprécise, qu'on arrête le support de cet outil. Donc, éventuellement, la possibilité d'installer un convertisseur centralisé pour convertir à la volée les états AFP en PDF au moment de la visualisation. Pardon. Alors, sur la partie serveur, les trois sujets sur lesquels on a travaillé, c'est élargir les cibles de remplacement des produits concurrents. Donc, on a travaillé sur l'augmentation de la longueur de certains champs, j'en parlerai juste après. Ça a été la partie qui a nécessité le plus de travail chez nous, le plus de développement et sur lequel on va devoir faire le plus de tests. On verra sur le slide suivant quels sont ces changements. Mais l'extension de la longueur de certains champs a un impact énorme sur le cœur du produit. Alors ensuite, augmenter la flexibilité de la sécurité. Là aussi, on a eu pas mal de demandes de nos clients pour avoir un petit peu plus de granularité au niveau des autorisations sur certains états. Donc on en parlera après. Et puis, troisième point, renforcer l'audit. Donc ça, c'est un lien avec historiquement le PCI et maintenant le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Entre autres, la possibilité offerte d'identifier le poste de travail à partir duquel on fait les accès, plutôt que juste le nom de l'utilisateur ou le nom du serveur d'application. Donc ça, ce sera dans les records d'audit.
Alors, comme je disais juste avant, l'un des gros changements que l'on a fait sur cette EOS 360 V2, c'est l'agrandissement d'un certain nombre de champs. Le plus significatif étant, enfin ils sont tous très importants, mais le plus demandé, je dirais, c'est celui qui concerne la forme, c'est-à-dire la description d'état. C'est là où on stocke en fait la définition des états et les utilisateurs attachés. Donc historiquement, cette longueur était à 4 et on la passe à 8. Donc c'est une demande qui est pas nouvelle, hein, mais le changement était tellement important et très impactant qu'on qu'on avait toujours repoussé l'échéance. Et cette fois-ci, on passe de 4 à 8. Ça va aussi simplifier la consolidation des solutions d'output management, puisque la plupart des solutions concurrentes à iOS ont des longueurs de forme sur 8. Également, le report name passe de 16 à 64 et le report description passe de 32 à 128. Donc, on a vraiment de la place pour pouvoir mettre toutes les informations nécessaires dans ces deux champs. On a introduit aussi une notion de recipient name dans cette version. Donc, il y aura deux notions, hein. Comme aujourd'hui, il y aura le username. Donc, le username sur 8, c'est la personne qui se connecte, c'est le login auquel sont attachées les autorisations, RACF par exemple. Et puis, le recipient name, c'est le nom qui va recevoir les états. Donc, ce recipient name pourra avoir jusqu'à 32 caractères. Ça pourrait être un nom de département, une mailbox, un nom de service, des choses comme ça. Et ensuite, on donne accès aux utilisateurs à cette mailbox. Comme je disais, la partie login qui permet de se connecter va rester, elle, sur 8 caractères. Et la partie récipient, c'est-à-dire celle qui est dans le report index, sera agrandie à 32 caractères. Alors, autre changement intéressant aussi, au niveau de la sécurité, je vous parlais tout à l'heure de granularité et de sécurité, on va rajouter des fonctionnalités qui vont permettre de pouvoir traiter plus finement les autorisations sur les états. Donc aujourd'hui, on a les formes groupes qui font ça, pour ceux qui les utilisent, et qui permettent de regrouper un certain nombre de formes, un certain nombre d'états, et d'autoriser ou pas l'accès à ces états. Aujourd'hui, le form group a une limitation à 260 entrées. Bon, pour la majorité des clients, c'est suffisant, mais on a eu des demandes pour augmenter le nombre de ces entrées. Et on va ajouter une notion d'extended form group qui va permettre de regrouper un ensemble de form group. Donc les form group rassemblent des formes et les extended form group vont rassembler des form group. Et pour chacun des form group, on va pouvoir associer des autorisations particulières. C'est intéressant parce que certains utilisateurs auront la possibilité de visualiser des états, mais n'auront pas le droit, par exemple, de les imprimer ou de les exporter, ou de les transformer, ou de les restaurer, ou des choses comme ça. Donc on va pouvoir aller très finement dans les autorisations de ce que peuvent faire chacun des utilisateurs. Aujourd'hui, un utilisateur peut voir ou ne pas voir, mais on ne peut pas limiter les actions qu'il peut faire. Donc demain, enfin en tout cas en iOS 360 V2 au mois de mai ou juin 2018, ce sera possible. On va pouvoir déterminer plus finement les autorisations par utilisateur. Donc les form group vont continuer à exister, et puis les extended form group permettront d'ajouter un peu de granularité à la sécurité. Alors concernant l'audit, l'audit, ce sont les rapports d'accounting ou d'auditing qui sont générés par la production des records SMF dans iOS. Alors jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à la V1, quand quelqu'un accédait à un état, on loguait ses actions. Par contre, on n'avait aucune information sur le détail du poste de travail qui accédait à l'information. On n'avait pas d'adresse IP, on n'avait pas de nom de PC par rapport aux accès qui avaient été faits. On avait juste, en termes de logging, le nom de la partie centrale, donc du serveur d'application, à partir duquel l'utilisateur avait fait ses accès. Donc maintenant, on va avoir des notions d'IP, de station de travail,
de nom d'hôte, de terminal ID, d'IP de session. Et on a ajouté aussi dans ces records d'audit la possibilité, enfin la notion d'environnement. Par exemple, un client qui aurait plusieurs banques dans un centre d'outsourcing, on pourrait avoir un environnement par banque, et ce qui permettrait dans les analyses d'audit de voir quel environnement, quelle banque s'est connecté à iOS. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. Alors, slide intéressant aussi, là, la transition entre la version iOS 2.1 jusqu'à iOS 360 V2 implique quelques implications à connaître. Donc sur la première ligne là, de temps, donc on voit que la date de fin de support de iOS 2.1 est en juin 2018, donc dans 6 mois. Concernant l'interface utilisateur, sur la 2.1, on peut connecter aujourd'hui, comme tout le monde le sait, iOS PC, iOS TC et puis des API. Donc sur la deuxième ligne, en iOS 360 V1 qui est sorti en octobre 2016, comme je le disais tout à l'heure, on a rajouté le support de iOS Access, dont je viens de vous parler juste avant, qui est la nouvelle interface utilisateur en HTML5. Alors, sur cette V1 d'iOS 360, l'intérêt c'est qu'on pourra continuer à utiliser iOS PC, iOS TC et les API, et en plus, on pourra également utiliser iOS Access et les web services qui sont associés. Après Q1 2020, le point rouge sur la ligne, les outils tels que iOS PC, iOS TC et les API ne pourront plus être utilisés. Donc c'est très important. Parce que sur iOS 360 V2, il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, pas mal de modifications qui ont été faites, dont la principale qui est l'extension des champs. On a été obligé de changer le protocole de communication entre les interfaces et le serveur. Donc, iOS Access ne pourra plus accéder à... Donc, il faudra iOS Access pour accéder à iOS V2. Il y aura aussi, pour cette iOS 360 V2, un nouveau package d'API Java qui pourront faire la même chose que ce que font les API Java aujourd'hui, mais il faudra recompiler les applications qui utilisent les API Java pour pouvoir utiliser le nouveau protocole. Donc la phase de transition entre les PC, les TC et Access sera disponible en iOS 360 V1, comme je vous le disais. D'où l'intérêt pour les clients de passer d'abord en iOS 360 V1, après la 2.1, plutôt que d'aller directement en iOS 360 V2. Alors, techniquement, il n'y a pas de frein, je dirais, à passer de iOS 2.1 à iOS 360 V2. Voilà, si vous souhaitez faire une transition brutale, il n'y a pas de difficulté technique particulière, c'est juste qu'il est vraiment, enfin nous en tout cas on conseille, pour les clients qui utilisent le Sync Client, de passer par cette phase de transition iOS 360 V1 afin de fournir à vos utilisateurs la possibilité de se connecter à la fois via un URL au Sync Client et à iOS 360 et à iOS Access V1. C'est quand même plus confortable d'avoir une période de transition un peu plus cool. Alors, concernant les développements envisagés pour iOS 360 V3. Donc, cette version iOS 360 V3, aujourd'hui, elle n'en est qu'au stade de la réflexion. On est juste, comme je vous le disais, on est juste en train de finir le développement de la V2 et on commence à penser à la V3, à ce qu'on va mettre dedans, à ce qu'on va envisager. Et puis également, on est à l'écoute de nos clients et de toutes les suggestions qu'ils peuvent nous faire pour pouvoir enrichir cette V3 qui sortira en 2020. Alors, les priorités pour iOS 360 V3, ben, c'est apporter encore plus de plus-value à l'entreprise et simplifier un certain nombre de processus. J'en parle dans le slide juste après.
et puis encore plus accroître la sécurité qui aujourd'hui est une question de plus en plus cruciale. Alors, les quelques idées qui sont à l'étude aujourd'hui, alors comme je vous le disais, hein, les autres idées sont les bienvenues, hein, on est à votre écoute. Aujourd'hui, la plus grosse partie de la sécurité est gérée dans les profils EOS. La partie RACF, ACF2, Top Secret ne gère que la validation des mots de passe finalement qui servent à se loguer à EOS. Donc l'idée ici, ce serait de pouvoir déporter une partie des autorisations sous forme de rôle qui serait mis dans RACF. De telle façon que le positionnement et l'administration des autorisations EOS, enfin dans EOS, ne soit plus faite par l'administrateur EOS, mais plutôt par les équipes qui gèrent la sécurité RACF. Donc on va déporter cette activité. Et l'autre partie, alors qu'on a commencé à faire en V2, c'est d'étendre certaines tâches d'administration au niveau de l'interface web. Donc ça fait un certain nombre de mois, voire d'années qu'on en parle. L'idée, c'est de mettre l'activité de gestion des profils, des utilisateurs, des autorisations, des formes dans l'interface web à la mode EOS Access. Et puis à terme d'avoir toute la gestion de l'administration sur quelque chose de plus moderne et de plus graphique. Donc on y va doucement, mais sûrement. Donc voilà pour la V3, hein, elle est juste en cours de réflexion, on va juste commencer les développements dans quelques mois. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à contacter le support si vous avez des suggestions de fonctionnalités à intégrer dans cette version-là. Alors le blockchain, Sylvain, tu peux en dire quelques mots? Oui, on peut dire quelques mots sur le blockchain. Donc, on s'est aperçu que chez un certain nombre de nos clients, la sécurité et l'intégrer du blockchain devenait important. L'idée est la suivante, c'est que même si RSD apporte une grande sécurité et un grand suivi sur les produits, et sur la sécurité, sur les backups et ce genre de choses, il est intéressant pour nos clients d'avoir une sécurité extérieure au système. Donc, ce que l'on proposera de faire, c'est de se dire que tous les documents que l'on met dans OS, il faudrait qu'on ait un système de validation ou de sécurité, de surveillance, qui soit extérieur en fait à OS. On n'ait pas tout dans les logs forcément, mais qu'on ait une sécurité à l'extérieur. Donc le blockchain commence à arriver dans les banques et dans l'assurance. Donc l'idée c'est de connecter OS à une sécurité blockchain pour permettre d'avoir une garantie du système, une garantie de l'information qui ne soit pas uniquement apportée par RSD, mais apportée par tout le blockchain qui soit autour. Donc voilà, donc ça c'est une réflexion qu'il y a chez nous. Donc si vous avez des demandes et si certains de nos clients de banques ou autres veulent contribuer avec notre engineering, travailler avec notre engineering, n'hésitez pas à revenir vers nous en nous disant quels sont vos besoins pour valider vos outputs, valider vos documents par une sécurité blockchain. Donc là, c'est une réflexion sur laquelle on vous écoute. On a aussi une question sur Top Secret qui a été posée, David. As-tu la réponse? Est-ce que là tu as parlé de RACF? Oui. Est-ce qu'on a la même chose sur Top Secret ou... Oui, parce que tout à l'heure, là, quand je faisais mon discours, j'avais évoqué Top Secret, RACF et même ACF2 d'ailleurs. Mais oui, c'est la même chose. Hein. D'accord. C'est par réflexe, on dit toujours RACF, mais ça s'étend à tous les outils de sécurité du marché. D'accord, c'était Top Secret. Ok. Merci. Next. David, quel est le... Tu as d'autres questions, non? Non. Alors, une question là. Bon, la date de fin de support 2.1 que tu as demandé, donc c'est bien juillet 2018, hein, fin de support OS 2.1. C'était présenté dans le slide. On a aussi une question sur l'audit qu'on n'a peut-être pas beaucoup présenté. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'audit, la sécurité et ce genre de choses, David? Alors,
Tu veux dire la partie EOS Cockpit? EOS Cockpit, oui. Voilà, c'est ça, la partie EOS Cockpit a été introduite en EOS 360 V1. Rapidement, ce qu'on peut en dire, c'est que, tu en as déjà dit quelques mots d'ailleurs, c'est que auparavant, l'audit était, donc les records SMS de EOS produisaient un certain nombre d'informations d'auditing et d'accounting, que l'on devait traiter de manière un peu manuelle par des tableaux Excel, des choses comme ça, c'était pas toujours très compréhensible. Donc avec EOS 360 V1, on a introduit cette notion de cockpit, c'est-à-dire que les records SMS qui sont produits par EOS seront transformés grâce à un outil que l'on fournit au format JSON. JSON, c'est le JavaScript Object Notation. Et ce format aura l'intérêt de ce format, c'est qu'il peut être ingéré par les outils de BI du marché et que l'on va pouvoir produire de façon très simple et graphiquement des statistiques sur l'auditing et l'accounting, c'est-à-dire qui s'est connecté, qui a imprimé, qui a restauré, enfin en gros toute l'activité de EOS sera exploitée dans un outil de BI et de façon graphique et claire. Donc c'est beaucoup plus simple qu'avant. Donc ça a été introduit en EOS 360 V1. Bon, en V2, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas eu de changement là-dessus. Et voilà, c'est très intéressant pour produire des statistiques. Une question, c'est la même chose dans Folder, il y a quelqu'un a posé une question. Oui, mais dans Folder, c'est exactement la même chose, c'est le même principe dans Folder, d'avoir un audit plus facile à utiliser. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, il n'y a plus de questions, je vois plus de questions qui arrivent. Il va me... Voilà, donc plus de toutes questions. Écoutez, il me reste à vous remercier tous d'être venus ce matin. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, à revenir vers nous. N'hésitez pas. Ah, une question, me dit Pauline, oui. Sur le Spool Manager. Est-ce que le Spool Manager est en HTML5 Non, pas pour l'instant. Non. Il reste sur l'ancienne technologie qui est de mémoire Flex, je crois. Il me semble que c'est du Flex. Bon. Pas de questions. Je redemande à Pauline. Non, plus de questions. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, il me reste, David et moi, nous vous remercions de votre attention. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a besoin de précisions sur des dates, sur des fonctionnalités. Et sur la V3, pensez bien que V3 n'est pas figé. Toutes les fonctionnalités qu'on a présentées pour V3 ne sont pas encore complètement finalisées, ce qui veut dire que si vous avez des besoins dans la V3, remontez-les surtout rapidement à David, essayez de les remonter au plus vite pour voir si on peut les intégrer ou non dans la V3. Mais c'est toujours possible d'intégrer éventuellement une fonctionnalité. Et si à ce jour on regroupe un grand nombre de clients qui ont besoin d'une fonctionnalité, bien sûr on pourra la faire. Ou si vous voulez améliorer un certain nombre de choses que vous avez vues aujourd'hui, n'hésitez pas pour la V3. C'est toujours possible de regarder plus près. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit, puisqu'il est bientôt midi, et puis une bonne fin d'année.